Oh, vous n'avez jamais deviné. Aujourd'hui, je parle d'un candidat à la présidentielle. Ah, Marie Tondelier? Non. Elisabeth Borne? Non. Gabriel Attal? Non. Clémentine Autain? Non. François Ruffin? Non. Michel Hollande. Barnier? Non. François Hollande. Jean-Luc Mélenchon? Manuel Valls. Nicolas Dupont-Aignan? Ah non. Florent Wauquiez. Philippot? Je sais, Marine Le c'est Pen. le mec de Master Poulet. Ah oui, Karim Boimard. François Benzema. Ruffin? Non. Shérif Mazo. Jérôme Gage? Non. Gérald Darmanin? Hanouna. Bruno Retailleau? Jean-Luc Reichmann. Non. Le pote à ma mère, là. Ségolène Royal. Un cousin de... Jean-Luc Ah, Frère. oui, de Villepin. Villepin, ouais. Ah, je sais, j'ai Lydie Massa. Non, bah on laisse tomber, hein, on va y aller parce que... Artus. Non. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 11 mai et vous pouvez souffler. Ah bah si, je vous jure, hein, on est sauvé. Le Messie de 2027 est redescendu sur Terre. Hein. Où il a trouvé du réseau, je sais pas trop. En tout cas, il s'est adressé à nous autres du petit peuple, pour pas dire grand-chose de nouveau, mais ça suffit. Il a déjà convaincu tous les médias mainstream. Grâce à Édouard Philippe, le RN ne passera pas. En tout cas, c'est ce qu'on nous répète sur tous les tons. Quoi, bah, je me suis fait avoir. On nous rejouerait 2017 et 2022. Oh non, je vous crois pas. C'est pas possible. Bah oui, Édouard Philippe, c'est le nouveau candidat providentiel de 2027. Est-ce que les enquêtes d'intention de vote montrent qu'il est capable de battre le RN dans une hypothèse de qualification au premier tour ? Oui, absolument. C'est peut-être même l'un des rares qui est en mesure de battre pour l'instant. Dans les sondages. Dans les sondages d'intention de vote de second tour, il faut prendre avec évidemment beaucoup de précautions, à quasiment un an du scrutin et sans qu'on connaisse évidemment les résultats de premier tour, du premier tour. Mais effectivement, il serait le seul à battre le candidat ou la candidate du Rassemblement national. D'ailleurs, avec des scores qui ne sont pas ceux des élections présidentielles précédentes. Hein, je crois on est plutôt dans des scores assez classiques, hein, 52-48, donc finalement très serré au deuxième tour. Assez serré. Mais avec un socle très très bas pour se qualifier. Voilà, et il est quoi ? Il est entre 22-25%. Ah non, je dirais même qu'il est plutôt entre 17, 19, parfois 20%. Ça dépend des hypothèses aussi et de l'offre électorale qui est testée. Mais c'est très très bas. Alors si on peut reconnaître une chose à Édouard Philippe, c'est quand même de maîtriser les horloges, hein, parce qu'il a été un des premiers à se déclarer candidat. C'était en septembre 2024, soit quand même 2 ans et demi avant l'échéance. En dégainant aussitôt, il s'assure quand même de laisser sa trace dans l'esprit des électeurs. D'ailleurs, il a plutôt bien fait, parce que vu la cacophonie des déclarations de candidature en ce moment, je défie quiconque de s'y retrouver. Même moi qui suis ça comme le lait sur le feu, je suis perdu, donc c'est pour dire. D'ailleurs, tiens, ce week-end, il y a Florian Philippot qui s'est déclaré. Voilà. Vous pouvez déjà oublier cette information parce que ça va vous polluer l'esprit et ça sert à rien. Alors, depuis sa déclaration de candidature, Édouard Philippe, il va piano, comme on dit. 1 an et demi plus tard, donc, toujours pas l'ombre d'un programme solide à se mettre sous la dent. À la place, quelques petites phrases comme ça, distillées au compte-gouttes, juste assez pour rappeler qu'il est encore dans la course quand même, mais pas davantage. Entre-temps, évidemment, quand même, il y a eu les municipales. Édouard Philippe, il est allé tranquillement, retourner bétonner son fief du Havre, où il a d'ailleurs été confortablement réélu. Alors, les Havrais ne sont quand même pas du genre rancunier, on peut leur accorder ça, parce que leur maire, ils traînent quand même quelques casseroles judiciaires. Fin septembre 2023, une ancienne haute fonctionnaire de la communauté urbaine du Havre l'accuse d'avoir pris quelques libertés avec les règles des marchés publics, notamment autour de la cité numérique. Alors cette dame, elle porte plainte pour favoritisme, détournement de fonds, prise illégale d'intérêt et harcèlement moral. La liste est quand même longue et pas franchement flatteuse pour l'ancien Premier ministre. Depuis, l'affaire a changé de dimension, puisqu'en 2024, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire et a missionné l'Office anticorruption ainsi que la PJ de Rouen, au point que des perquisitions sont menées à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine. Et en 2025, nouvelle couche, l'ancienne responsable saisit directement cette fois les juges d'instruction parisiens
revient avec une nouvelle plainte à laquelle s'ajoute désormais une accusation de violation du secret médical. Alors pendant ce temps-là, Édouard Philippe il continue de tout nier en bloc, comme d'habitude, et assure qu'aucune irrégularité n'a été commise. Le problème avec les casseroles, c'est quand même qu'à un moment, ça finit toujours par faire du bruit. Je pense qu'on ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire, ça avait créé quelques émois parmi certains dans la classe politique. C'est pourtant une évidence, c'est une évidence. Ça veut dire que les ministres, le président de la République a fortiori, ne doivent pas être mis en examen, doivent avoir une attitude exemplaire. C'est la jurisprudence Balladur. Si un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Je sais que c'est pas juste. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour m'expliquer qu'il y a la présomption d'innocence. Mais l'expérience qui a été la mienne, dans plusieurs gouvernements et dans celui que j'ai dirigé, me montre qu'on ne peut pas sereinement diriger un ministère quand on a sur le dos, au fond, une suspicion qui a entraîné une instruction judiciaire. Et parfois, ça déjoue même les plus grands destins, mais ça, on le verra plus tard. Alors, toujours est-il qu'Édouard Philippe est dans une position plutôt confortable, comme on l'a dit, déjà désigné comme le cordon sanitaire officiel de 2027, face au raz-de-marée annoncé du RN. Lui, il n'a plus qu'à surfer la vague pendant 11 mois sans se rétamer, et puis le jeu sera bouclé. Voilà, si tout se passe bien, au moins, il prend pas de risque. C'est mou, c'est chiant, il n'y a pas de programme ni de rebondissement, ça c'est un fait. Mais en fait, c'est fait exprès. Oui, comme ça, on ne froisse personne. Prenez sa petite causerie du week-end. Ça a duré 1 heure, là, à Reims, face au cadre de son parti. Et tout ce qu'on en retient, c'est qu'il a désigné le RN comme l'adversaire, super original. Puis, le reste, c'était beaucoup de blabla et peu de concret, si ce n'est qu'il a annoncé un premier meeting de campagne en juillet. Peut-être qu'on aura enfin un programme. Mais enfin, quand même, il a clarifié un point. Moi, mes amis, je sais assez bien d'où je viens. Je viens de la droite. Dans les faits, c'est pas la première fois qu'il dit qu'il est de droite. Mais comme on continue à entretenir l'idée qu'Horizon, c'est le bloc central, notamment dans les médias, je me dis que ça fait pas de mal de le matraquer un peu. Prenez note, chers camarades journalistes. À la fois, fallait quand même pas être grand clair pour le savoir. La colonisation est-elle un crime ? Dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire. Comment ? Non, voilà, très bien. Ce week-end à Reims, Édouard Philippe est aussi revenu sur le passé et notamment sur ses années à Matignon, aux côtés d'Emmanuel Macron, l'inénarrable. Fallait oser. Je sais d'où je viens. Et je ne vais pas m'en excuser de la même façon que je ne vais pas m'excuser d'avoir été le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et je suis assez fier d'avoir été le premier ministre d'Emmanuel Macron. Et c'est là que tu fais fausse route, Édouard. Fallait s'excuser, justement, et pas être fier. Laisse-moi te rafraîchir les idées. À peine arrivé à Matignon, tu t'attaques aux libertés en voulant inscrire l'état d'urgence dans le droit commun. Dans le même temps, t'as aussi dézingué les acquis des travailleurs, tout en faisant des cadeaux aux riches et aux patrons. La suppression de l'ISF, c'était toi. Le durcissement de l'accès au chômage aussi, le démantèlement du statut de cheminot, entre autres, les débuts de la réforme des retraites, les ordonnances travail, tout ça, c'est ton œuvre. Il n'y a pas vraiment de quoi être fier. Quand éclate la révolte des gilets jaunes en réaction à la hausse du prix du carburant, ta seule réponse est répressive, t'envoies les flics casser des corps pour mater la rébellion. Des centaines de Français en gardent encore les stigmates dans leur chair. Sous Macron, ce sera marche ou crève, et c'est toi qui as soufflé la méthode. Et puisque tu as participé à tout ça, tu assumeras aussi les 3 000 milliards de dettes, le modèle social en décomposition, les services publics qui suffoquent, la précarité qui a explosé. Les seuls qui sont fiers de toi, Édouard, c'est les 53 milliardaires français qui ont vu doubler leur fortune depuis 2017. Les autres, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Mais Édouard Philippe, lui, il est satisfait. Voilà, on est content. Et pire que ça, il veut y retourner. Et encore avec plus de pouvoir, cette fois, à l'Élysée directement. En reprenant la bonne vieille recette de celui qui l'a fait exister. S'ériger en rempart républicain face à l'extrême droite qui menace. L'éternel recommencement. Et entre-temps, le prétendu barrage, on le sait maintenant, se transforme toujours en un gigantesque marchepied aux idées puantes du RN. Il s'agirait de ne pas se refaire avoir encore une fois. Enfin, heureusement quand même que cette histoire-là d'Édouard Philippe en cordon sanitaire annoncé, celle qui plaît tant aux sondeurs et aux médias, elle a un petit quand même. Oui.
Il fonctionne que s'il est au second tour, en face à face avec le RN. Ça suppose quand même de passer le premier déjà. Et ça, c'est pas gagné, parce que dans les projections, même les plus favorables des instituts de sondage, encore eux, dont on connaît les biais et les marges d'incertitude, surtout quand on est encore si loin de l'échéance, bien entendu, Édouard Philippe, il tourne autour des 20%, moyenne haute. Un niveau très dépendant d'ailleurs de l'hypothèse retenue sur les adversaires. Or, à ce stade, je mets quiconque au défi de nous donner le casting final de la liste de départ. Déjà qu'on peine à suivre la liste des candidats déclarés, sans parler de ceux qui entretiennent le doute depuis des mois en embuscade, là. Bref, on nous vend déjà le scénario écrit d'avance avec le duel final, le rempart républicain, tout ça, la vague à contenir et tout le storytelling qui va avec. Sauf qu'entre les projections, les hypothèses de sondage et les candidats fantômes qui se retireront finalement, on est encore loin du film terminé. Et si vous voulez mon avis, fort heureusement. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission, ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et vous le savez, sans vous, pas de récap, pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en Indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Nous sommes en pleine campagne de dons. Alors abonnez-vous aux médias ou faites un don, justement. Sur notre site internet, vous aurez toutes les infos. Et on poursuit ce récap avec un petit point d'étape sur le PS. Et le week-end a été mouvementé. Boris Vallaud, le président de groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a annoncé quitter la direction du Parti socialiste, suivi par 24 autres membres du parti, dont 21 secrétaires nationaux. Ces derniers reprochent à Olivier Faure de décider seul et de refuser dialogue et recherche de compromis, notamment sur la stratégie en vue de la présidentielle de 2027. Invité ce matin sur France Inter, l'ancien patron des députés socialistes a demandé la convocation rapide de rencontres pour construire une nouvelle gauche plurielle autour d'un programme commun. En réponse à cette vague de départ et aux propos de Boris Vallaud, le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, a exhorté les socialistes à avancer d'un même pas pour bâtir une offre commune en vue de la présidentielle 2027. En résumé, Vallaud et Faure appellent tous les deux à l'union de la gauche, mais ils sont en désaccord sur les méthodes à utiliser et surtout sur le programme. Ce lundi marque le premier jour des réquisitions dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. 10 prévenus comparaissent dans ce dossier, parmi lesquels l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir noué un pacte de corruption avec le régime de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle. À l'issue de cette première journée de réquisition, le ministère public a demandé que Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux soient reconnus coupables d'association de malfaiteurs. Cette association de malfaiteurs se place dans les plus hauts niveaux de gravité que la République ait pu connaître, conclut un des avocats généraux. Les réquisitions devaient durer 2 jours et demi et devraient donc se terminer ce mercredi. Pour rappel, l'ancien président de la République a été condamné à 5 ans de prison ferme en première instance. Il avait été reconnu coupable de corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Vendredi dernier, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place du Panthéon à Paris pour participer à un village antifasciste. Mon collègue Cédric Canton s'est rendu sur place. Je vous laisse avec un extrait de son reportage. On est face à une bataille culturelle qu'on doit mener. Il faut être présent partout avec des associations, toute la société civile, avec des syndicats, des partis politiques, pour être unis face à l'extrême droite qui aujourd'hui est extrêmement puissante puisqu'elle dispose de pouvoirs importants, de relais importants dans les médias. Et donc aujourd'hui, on doit, malheureusement, on n'a pas le choix, il faut qu'on se regroupe pour lutter contre cette diffusion de discours de haine. Toutes les organisations qui partagent ce même objectif
d'avoir un discours d'égalité des droits pour toutes et tous, peuvent être présents dans ce village et partagent le même objectif de lutter contre des discours d'exclusion et de discrimination qui sont portés essentiellement par l'extrême droite, mais pas seulement, malheureusement, par également un certain nombre d'organisations qui sont contaminés par les idées d'extrême droite. Son reportage est évidemment à retrouver en entier sur la chaîne YouTube du Média. Et ce rassemblement intervenait à la veille d'un week-end marqué par le défilé du comité du 9 mai, un hommage organisé chaque année par des mouvances néofascistes. La marche avait été interdite par la préfecture de police, tout comme plusieurs contre-rassemblements antifascistes. Sur X, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a salué l'action du préfet de police et des forces de l'ordre en affirmant que l'ordre et la tranquillité publique avaient été maintenus, à tel point que plusieurs journalistes qui couvraient les mobilisations ont été verbalisés. 2 de nos collaborateurs réguliers en faisaient même partie, Cédric Canton, dont on vient de voir le reportage pour le Média, et également Gaspard Glantz. Ils ont été nassés, empêchés de filmer, menacés, puis verbalisés, malgré leurs ordres de mission. Je vous invite également à retrouver sur notre chaîne YouTube l'interview de Cédric et de l'avocat Alexis Baudelin qui reviennent sur ce sujet dans notre émission Toujours debout. On termine ce récap avec l'actualité internationale. Ces 11 et 12 mai se tient au Kenya le sommet Africa Forward entre la France et une trentaine de représentants de pays africains. Sur le papier, ce forum vise à renforcer les partenariats économiques entre le continent et l'Hexagone, une sorte de pari gagnant-gagnant, comme on dit. Mais derrière ces éléments de langage, évidemment, on retrouve surtout la continuité d'un système de domination. En 2022, les entreprises françaises ont réalisé un chiffre d'affaires de près de 41 milliards d'euros sur le continent africain, avec plus de 2400 filiales implantées dans de nombreux pays. Leur poids dans l'économie de ces nombreux pays est exorbitant, rappellent nos confrères de l'Humanité. Selon un rapport de l'association Survie, ces firmes représentent 15,5% du PIB du Sénégal, 11,6% du PIB de la Côte d'Ivoire et 16,3% de celui du Gabon. En marge de ce rendez-vous, le Parti communiste marxiste du Kenya, plusieurs organisations africaines et du Sud global ont organisé un sommet panafricain contre l'impérialisme. Leur objectif était notamment de dénoncer le colonialisme vert et l'expansion de la présence militaire française et occidentale sur le continent. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas de nous soutenir, c'est très important. Vous pouvez vous abonner aux médias, c'est ce qui nous aide le plus, ou faire un don défiscalisable sur notre site internet. N'hésitez pas évidemment aussi à parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux, ça nous aide également beaucoup. Pour retrouver nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site internet ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Très bonne soirée sur Le Média.